Tranche de coupe, saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 6e épisode de la saison 5 de Tranche de couple, épisode qu'on a intitulé Submergé. E-E-S. Oui, on aime bien l'écriture inclusive. Merci à toutes et à toutes pour votre écoute, vos messages, votre sympathie, ça nous touche beaucoup. Malgré un début d'année, on vous l'avait déjà dit, compliqué, on a un emploi du temps, ma foi, fort chargé, on trouve toujours la motivation, grâce à ça, pour vous proposer ces petites tranches toutes les 2 semaines. Alors, vous connaissez la consigne, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. Allez, on commence tout de suite par la rubrique d'actu. Et Guillaume, aujourd'hui, tu débunks un mythe ? Alors absolument, je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais le point Union européenne d'aujourd'hui pourrait s'apparenter à un point belgitude, ou plutôt à un point francitude, voire franchouillarditude, puisqu'il va y être question de camembert. Oui, vous avez bien entendu, de camembert. Mais pas seulement. C'est en effet une fake news parue récemment sur les réseaux pas très fiables ni très sociaux et même dans la très sérieuse Tribune qui nous permettra de parler de la politique de recyclage que souhaite promouvoir la Commission européenne, notamment suite à un rapport paru en juin dernier. On apprend donc dans cet article paru le 16 novembre dans la Tribune que ce qui pose problème, c'est l'emballage en bois traditionnel des camemberts, du fait de sa spécificité et qui ne possède pas de filière de recyclage dédiée et serait donc sur la sellette, suite à une proposition de la Commission européenne d'interdire les filières de recyclage non rentables, notamment le bois, d'ici à 2030. Certains eurodéputés français, notamment de la majorité nationale, représentés par le groupe Renew, précisent alors avoir déposé un amendement pour que l'obligation de recyclage ne s'applique pas aux emballages en bois, utilisés notamment pour les huîtres pendant les bourriches, ou les emballages en cire, notamment, on connaît le très fameux Babybel. Alors évidemment, la secrétaire d'État en charge de l'Europe a réagi en disant que ce n'était pas très sérieux, à moins d'1 an des élections européennes, de mettre ce sujet du camembert sur la table. Ah oui, c'est la faute de l'Union européenne. Non, mais parce qu'il y a à un moment donné, on avait l'impression que c'était la fin du monde. On l'entendait partout sur tous les sujets, sur toutes les radios. Et mais en ce fait, truc du camembert, là, c'est... En fait, elle critiquait finalement la Commission oui. Dans ce qu'elle disait, parce qu'elle trouvait que c'était vraiment pas le moment de s'attaquer au sacro-saint camembert. Exactement. Quel scandale. Alors, submergé par les déchets, oui et non, parce qu'un article du très sérieux journal Le Monde fait notamment un travail remarquable en général fait un travail remarquable pour débusquer les fake news, et paru cocasserie le même jour que celui de la Tribune, nous apprend qu'une fois de plus, on a utilisé aux surprises l'épouvantail bruxellois, et on l'a brandi à tort et à travers pour, je cite, enflammer les débats. Et c'est là que Sébastien Breton, secrétaire général du Conseil national des appellations d'origine laitière, la CNAOL, rappelle que le texte prévoit que les produits sous indication géographique protégée, IGP, et appellations d'origine contrôlée, AOP, sont exemptés au titre de leur cahier des charges de cette obligation de recyclage. Et Frédérique Ries, rapporteuse principale du Parlement européen du groupe Renew, a souligné dans son rapport publié en octobre l'importance de respecter les emballages spécifiques aux IGP/AOP. Mais alors, d'où vient le scandale ? Et donc en fait, le camembert qui bénéficie d'une AOP n'est pas visé par cette interdiction. Fin du problème ? Oui, mais on est un peu joueur, et comme Le Monde, on va vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a donc cette espèce de tambouille qui a tout d'un coup submergé la bulle européenne au sujet du camembert. Le Monde remonte le problème à une visite d'entreprise organisée le 20 octobre dans une usine d'une société, La Croix, dans la Manche, qui produit notamment des emballages de camembert ? Eh bien oui, en grande quantité, en très grande quantité. Visite organisée par une agence de communication très réputée, engagée officiellement par la petite PME aux moyens limités La Croix, dont l'un des principaux clients n'est autre que Lactalis. Ah tiens, petite entreprise première entreprise française de fabrication de produits laitiers qui produit notamment le Babybel, on y revient, mais aussi... qui possède notamment la marque Babybel et qui produit également du camembert en grande quantité. Sauf que le dit camembert ne bénéficie pas de l'AOP parce qu'il n'est pas produit dans les conditions nécessaires pour cette AOP. Et donc lui, il serait donc de fait exclu des produits dont les emballages seraient protégés. Mais comment est-ce possible ?
terrible. Du lobbying au sein de l'Union européenne, enfin au sein de n'importe quel organe de décision, en fait, faut pas se mentir. Non, en mobilisant la société française, quel scandale voilà, autour du camembert. Le camembert si chéri. Donc, c'est là que la bulle, finalement, je vais même pas dire explose, ni submerge quoi que ce soit, parce que finalement, la bulle se rétracte un peu et on se rend compte que toute cette fake news a été montée de fil en aiguille par cette agence de communication. Au profit d'une grande entreprise qui avait des intérêts divergents dans ceux de la Commission européenne. Mais alors Guillaume, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet objectif de recyclage ? Absolument. Un peu plus de contexte. Tout à fait. La Commission européenne souhaite d'ici 2030, dans des échéances qui s'échelonnent entre 2030 et 2039, réduire au maximum les déchets produits en Europe, mais également s'attaquer à leur recyclage. En parlant de recyclage, la Belgique est en tête de l'Union européenne du pourcentage d'emballage recyclé avec près de 80%, une petite brabançonne pour nos amis belges, contre seulement 38% pour la Roumanie en queue de peloton. Chaque citoyen de l'Union européenne produit aujourd'hui 4,8 tonnes de déchets en moyenne, c'était le chiffre de 2020. Seulement 38% d'entre eux ont donc été recyclés. Le recyclage des déchets est un moyen essentiel de réduire la consommation de ressources primaires en les remplaçant par des matériaux secondaires, des matériaux recyclables notamment. Dans son rapport de juin, la Commission recense les États susceptibles de ne pas atteindre ces objectifs fixés pour 2025. Et il y en a quand même 18 qui ne respecteront pas en 2025 ces objectifs. 9 États membres seulement les respectent. Donc c'est des objectifs qui sont de mise en décharge, de tri des déchets d'emballage et de tri des déchets dits municipaux. Et c'est une obligation 100% ou il y a un pourcentage ? Parce que tu disais la Belgique fait 80%. Donc les objectifs pour 2025, fixés par la Commission dans une directive cadre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est 55% de recyclage et de préparation en vue du réemploi des déchets municipaux, 65% de recyclage pour l'ensemble des déchets d'emballage, et des objectifs de recyclage spécifiques par matière pour les déchets d'emballage. 75% pour le papier et le carton, 70% pour le verre, 70% pour les métaux ferreux, 50% pour l'aluminium, 50% pour le plastique. Quand on sait la dangerosité de cette cochonnerie et notamment les microplastiques, on dit que c'est quand même pas énorme. Et voilà, 25% pour le bois. D'accord. Le rapport fournit également une évaluation préliminaire de l'objectif de réduction de la mise en charge des déchets municipaux qui est toujours fixé à moins de 10% en 2035. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce sur quoi se bat la Commission européenne, au-delà donc des clichés, des fake news et des épouvantails agités par une certaine sphère politique et économique en France. Voilà, et on rappellera que selon les processus en vigueur dans l'Union européenne, la Commission fait une proposition qui ensuite est négociée à la fois par les États au sein du Conseil et par le Parlement européen, qui doivent ensuite se mettre d'accord dans un trilogue avec la Commission sur un texte final. Donc non, la Commission ne veut pas vous imposer de recevoir votre camembert AOP dans un emballage plastique. C'est juste que si vous achetez du camembert dégueulasse qui n'est pas AOP, alors oui, peut-être qu'en 2035, il sera en emballage plastique. Ça me rappelle une petite anecdote. Je sais qu'on est déjà un peu hors des temps, mais on avait visité, on était allé en Normandie dans le cadre d'un jumelage quand j'étais petit, et puis on avait vu sur le marché en Normandie un camembert vendu par un fromager qui était affiné à Rungis, sans commentaire. Alors Max, submergé, il y en a un qui est submergé par les procédures judiciaires. Vous le donne en mille, vous savez de qui on parle. Voilà, alors on voulait effectivement vous faire un petit point, vous l'avez promis, sur les déboires judiciaires de Donald Trump, et savoir si finalement il pouvait encore gagner les prochaines élections aux États-Unis, avec les résultats d'un dernier sondage à moins d'un an du prochain vote, puisque les élections américaines pour la présidentielle se tiendront le 5 novembre 2024. Alors tout d'abord, on va commencer par un petit point sur les déboires judiciaires de Trump, parce qu'il a quand même un certain nombre de procès à ses fesses. Accrochez-vous. Alors le premier, c'est un procès civil qui est en cours à New York pour des fraudes financières présumées sur la gestion de son empire. Trump est accusé d'avoir survalorisé ses actifs immobiliers comme la Trump Tower sur la 5e avenue à New York pour obtenir de meilleurs emprunts auprès de banques partenaires. En fait, Trump a déjà été déclaré coupable de fraude dans l'évaluation de ses propriétés et le juge a révoqué ses licences professionnelles. L'enjeu de ce procès est de déterminer le montant de l'amende, potentiellement 250 millions d'euros, ce qui a été demandé par la procureure, et si le juge accepte
la demande du procureur que Trump soit interdit de gestion dans l'État de New York, ce qui naturellement aurait un impact énorme sur sa capacité financière. Et donc c'est son empire financier qui est en jeu. Le deuxième procès, c'est un procès au niveau fédéral cette fois, à Washington, concernant ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, en particulier au moment de la vérification, de la certification des résultats par le Congrès, le 6 janvier, vous vous souvenez, et la tentative de putsch qui avait eu lieu ce jour-là. Le procès se débutera le 4 mars 2024 et c'est un premier procès au pénal pour Trump, donc c'est un procès qui est important. Le procès sera peut-être télévisé si Trump l'accepte effectivement, ce procès démontrera les efforts de Donald Trump pour s'accrocher au pouvoir dans le cadre d'une certaine conspiration. Donc, c'est un procès extrêmement important. Le troisième procès, c'est aussi un procès fédéral en Floride sur les documents confidentiels qui sont conservés par Trump après son départ de la Maison-Blanche. Vous vous souvenez, les documents qu'il avait mis dans une salle de bain, dans une salle de bal, les documents qu'il avait, y compris très secrets. On laisse tous traîner nos documents à la maison, enfin je veux dire. Qu'il avait montré à des journalistes, à des amis, en disant « Ah, moi j'ai ces documents, j'aurais pu les déclassifier quand j'étais président, mais je ne l'ai pas fait. » Et voilà, les plans pour attaquer certains pays, sur les... en toute discrétion. Les armes nucléaires des États-Unis, enfin des documents très secrets. Ici encore, donc ce procès commencera le 20 mai 2024, donc quelques mois après, et les accusations sont très sérieuses. Et selon l'acte sur l'espionnage américain, les peines encourues sont extrêmement élevées. Donc à nouveau, quand même, un procès très compliqué pour Donald Trump. Le quatrième procès, c'est un procès qui se passe en Géorgie, donc dans l'État de Géorgie. Il concerne la manipulation des élections, puisque vous vous souvenez, Donald Trump avait essayé de trouver des votes qui manquaient en gros pour qu'il gagne l'État de Géorgie. Et puis malencontreusement, ces appels avaient été enregistrés par le secrétaire d'État de l'État de Géorgie. Alors la procureure, elle a proposé récemment de fixer la date du procès au 5 août 2024 pour en fait éviter le chevauchement avec les deux procès au fédéral que je venais de mentionner précédemment. Alors le procès, il concerne 15 prévenus sur les 19 qui avaient été visés par l'acte d'accusation, puisqu'on a déjà 4 accusés qui ont déjà plaidé coupables et ont été condamnés à des peines réduites sans prison ferme, en échange bien sûr de leur témoignage au futur procès des autres accusés. Et ça, ça fait mal. Le reste des accusés, dont Trump, son avocat personnel Rudy Giuliani et son dernier chef de cabinet à la Maison-Blanche, Mark Meadows, ont jusqu'au 21 juin pour plaider coupable. Après ça, s'ils ne plaident pas coupable en avant du procès, la procureure a dit qu'elle irait jusqu'aux peines maximales. Les accusés restants seront tous jugés ensemble. Donc forcément, un tel procès qui se base sur une loi contre les gangsters, que d'ailleurs Rudy Giuliani avait beaucoup utilisé à New York, et c'est un sacré clin d'œil, va durer plusieurs mois. Et si la date rattrapé par la cavalerie. Voilà, et si la date de début de ce procès est confirmée début août, il ne sera pas terminé avant la fin de l'année ou le tout début de l'année 2025. Donc là, on est sur un procès qui va se chevaucher sur la fin avec l'élection présidentielle et la prise de pouvoir du prochain président. On rappellera quand même ce qu'on vous avait dit, c'est que Donald Trump a une crainte particulière de ce procès parce que, à la différence des procès fédéraux, pour le cas où Trump venait à être réélu, il pourrait se pardonner les peines fédérales et donc finalement ne pas passer en prison. Mais dans le cadre d'une condamnation au niveau d'un État, le président n'a pas ce pouvoir de pouvoir pardonner en fait une peine, un délit qui a été commis. Alors maintenant qu'on a brossé ces différents procès, passons maintenant à l'élection présidentielle de 2024. Le premier élément important, vous le savez, les élections présidentielles aux États-Unis, elles se passent avec une première étape qui est celle des primaires pour déterminer qui, dans chaque camp, sera le représentant des deux grands partis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Alors du côté des républicains, la première primaire s'ouvre le 15 janvier avec le caucus de l'Iowa.
Le 16 janvier, donc le lendemain, on devrait avoir les conclusions d'un autre procès à New York de Trump, dont je ne vous ai pas parlé. Mais Trump est poursuivi en diffamation par une journaliste qui avait déjà gagné un premier procès pour viol et obtenu 5 millions de dollars. Alors s'il perd, en fait, il encourt 10 millions de dollars d'indemnisation et surtout une sacrée publicité négative vis-à-vis du public féminin. 2 mois plus tard, le 5 mars, c'est ce qu'on appelle, vous vous souvenez, le Super Tuesday, avec là 12 scrutins qui se tiendront le même jour. Or, c'est la veille que s'ouvrira le procès à Washington sur le putsch du 6 janvier 2020. Vous avez noté peut-être quand je vous ai donné la date du 4 mars. Alors, Trump va sans doute utiliser le parallélisme de ces procès et de la primaire pour mettre en avant le thème de la persécution. C'est un sujet qui marche plutôt bien, un argument qui marche plutôt bien pour lui, parce qu'on a pu voir qu'à chaque fois qu'il avait une nouvelle convocation judiciaire, eh bien, son indice de popularité a bondi. Et surtout, en fait, ça rapporte pas mal d'argent parce qu'il a gagné plusieurs millions de dollars en disant voilà, les démocrates, le FBI, l'État fédéral essayent de m'empêcher de devenir le prochain président. Et donc, ça lui permet de récupérer de l'argent. Et comme ses frais de défense pour tous ces procès coûtent très cher et qu'il n'a plus beaucoup d'argent, l'ami Trump, eh bien, c'est quand même assez bienvenu. Et pour faire le bilan sur ce côté républicain, eh bien, à moins d'1 an de l'élection présidentielle aux États-Unis, Trump, malgré ses procès, caracole en tête des intentions de vote parmi les 8 candidats aux primaires républicaines, même si Trump a choisi pour l'instant de ne pas participer aux différents débats qui ont eu lieu. Alors du côté démocrate, naturellement, c'est Biden qui sera très probablement le candidat du parti, puisqu'il se représente pour un deuxième mandat. La question sera de savoir si Kamala Harris sera son vice-président, comme elle a été durant ce premier mandat. Elle a été, on va quand même le dire, assez transparente et quand même, Joe Biden est un président âgé, et donc il n'est pas exclu, soit qu'il démissionne, soit qu'il meurt durant ce deuxième mandat. Donc reprendre, disons, une candidate comme Kamala Harris comme vice-présidente sur le ticket, c'est quand même un risque, parce que certains électeurs pourraient considérer qu'elle n'est pas apte finalement à reprendre le rôle de président si jamais Joe Biden n'était plus en mesure d'assurer ce rôle. Bon, une fois qu'on a fait le point sur voilà, les républicains, les démocrates, où est-ce qu'on en est pour les élections présidentielles de 2024 ? Eh bien, à ce stade, et de manière assez surprenante pour nous en Europe, les dernières enquêtes d'opinion montrent que Joe Biden, il est en dégringolade dans les intentions de vote, à cause en particulier de l'inflation, et puis de sa posture qui est perçue comme fermement pro-israélienne auprès des 18-30 ans dans le contexte que l'on connaît. Alors selon les derniers sondages de mi-novembre, eh bien, Trump emporterait les élections face à Joe Biden. Mais si d'aventure Trump était reconnu coupable et condamné dans le procès qui le vise à partir de mars 2024 à Washington pour ses efforts destinés à renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et à s'accrocher au pouvoir, alors cela pourrait peut-être changer l'issue de l'élection. Environ 6% des électeurs de l'Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Nevada, de la Pennsylvanie et du Wisconsin ont en effet déclaré qu'ils changeraient leur vote en faveur de Joe Biden si c'était le cas, et ça suffirait potentiellement à décider de l'élection. Voilà, donc c'est clair que on va pouvoir continuer à vous parler et à peut-être vous faire une petite chronique de ces élections et du procès de Donald Trump, parce que clairement, rien n'est joué, ni pour les élections et ni forcément pour l'issue des différents procès de Donald Trump, et qu'est-ce que ça aura comme impact sur les élections. Voilà pour ce petit point, une première rubrique info assez longue,
Et on voulait juste mentionner qu'aujourd'hui, lors de le jour de notre enregistrement, donc le samedi 18 novembre, a eu lieu le deuxième vol de la fusée Starship de SpaceX, qui cette fois n'a pas explosé au décollage, donc a réussi à faire un décollage, mais malheureusement, lors de la séparation des deux étages, c'est à ce moment-là que la fusée a terminé sa mission et donc n'a pas été au bout des objectifs. Néanmoins, ça montre quand même qu'il y a des progrès qui ont été faits à suivre. Guillaume, tu fais le petit point Belgitude aujourd'hui ? Point Belgitude où on se laisse submerger par ses émotions ou par ses pulsions sexuelles, c'est selon. Et pas n'importe où, puisque la Belgique est à la une de la presse jusqu'en France pour une fois encore une histoire débat sexuel. Une prison éclaboussée par un scandale à caractère sexuel, du coup la prison de Lantin, qui a été le théâtre débat entre une petite dizaine d'agents, dont 3 femmes. Ces jeux à 2 ou à plusieurs étaient organisés au sein de la maison d'arrêt et en dehors. Ingénieux jusqu'au détail, un système de tirage au sort avait été mis en place pour désigner qui devait coucher avec qui, et un bureau avait même été mis à disposition pour ces partous. Comme quoi, quand on veut trouver des moyens, on les trouve. Pour ces partous, donc au sein de la prison qui est située près de Liège. Et en dehors de la prison, un des gardiens aurait même organisé une orgie dans son jacuzzi. C'est scandaleux. Absolument. Partie de l'air. Le directeur de l'établissement pénitentiaire a appelé alors ses agents dans un mail de service où il indique que l'établissement est un lieu de travail, pas un club de rencontre. C'est toujours bien de le préciser. Depuis que le scandale a éclaté, une des gardiennes a même été écartée pour, je cite, calmer ses pulsions sexuelles, selon le média Sudinfo qui a révélé l'affaire. Elle travaille à la prison pour femmes. Décidément, on est submergé, c'est chaud en Belgique. Chaud, la partouze dans les prisons. Alors, passons tout de suite à la rubrique Vite Couple. Sans transition, notre rubrique Vite Couple sous la pluie. On est submergé par la pluie ici, tiens. Oui, ces 2 dernières semaines. Bon, probablement que vous avez eu la même, mais en tout cas ici, on n'a pas manqué de pluie. C'était le mois le plus pluvieux entre le 15 octobre et le 15 novembre depuis le début où on fait des relevés. Des relevés en France. Oui, monsieur. Et en Belgique ? Il y a beaucoup plu. En Belgique, ça doit pas être beaucoup plus que d'habitude. Le même problème de la Belgique, c'est qu'on s'en rend pas vraiment compte parce que finalement, ça rentre dans le quotidien. Voilà, alors il faut juste, n'est-ce pas Guillaume, ne pas oublier son pantalon de pluie. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Ça y est, ça va être de ma faute. Oui, bon, écoute, j'ai mis un peu de temps à le mettre dans mon sac. Il est maintenant dans mon sac. Voilà, parce que même quand on part et qu'il pleut pas, un peu plus tard, il peut pleuvoir. Et donc, voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même été bien mouillé et c'est pas toujours super chouette. Bon, c'est le désavantage de faire du vélo pour aller au boulot, même si ça a quand même beaucoup d'autres avantages. Absolument, mais on regrette pas. Hein. Enfin bon, aujourd'hui il pleuvait, je suis quand même allé au boulot à pied, on va pas se mentir. Voilà, et quand il pleut et qu'il commence à faire frais, parce que on arrive, on se rapproche de 0, pas encore, mais ça descend, on est à moins de 10 degrés. Eh bien, on fait aussi des petits plats réconfortants, Guillaume ? Ben oui, quand on se rapproche de ces températures, on commence à se lancer dans des recettes d'hiver, n'est-ce pas ? Typique de Belgique, je suis sûr qu'on vous en a déjà parlé, le chicon au gratin, n'est-ce pas ? Les endives au jambon pour les Français qui nous écoutent. Ah oui, les chicons au gratin. C'est bon, c'est réconfortant. Et puis, Max s'est lancé cet après-midi dans un bœuf bourguignon. Mes aïeux, j'ai hâte d'arriver à demain midi pour le tester. On a les petites senteurs. Ça sent jusqu'ici. On est tout en haut de la maison et ça sent jusqu'ici. C'est génial. Voilà. Et puis ça, c'est sans compter, mais on vous en a déjà parlé des raclettes, des tartiflettes, des fondus. Tiens, on n'a pas fait de fondue ni de tartiflette encore. Ben voilà, c'est scandaleux. Ah oui. Et il va falloir acheter un reblochon. Ça tombe bien, on voit des amis la semaine prochaine, on va pouvoir faire ça avec eux. Ah, tiens. William et Anna, si vous nous entendez, ils sont assez fans de fromage aussi, donc je pense que ce ne sera pas effectivement un problème. Ça va être top. Et puis, bonbons et bonne bouffe, et tout ça, c'est bien quand on partage, comme on le dit. Et on a eu la chance d'avoir, la semaine dernière, Mélissa qui est venue passer un petit week-end. Oui, vous savez, comme on aime ces moments où des gens viennent passer du temps avec nous, où nous, on passe du temps avec les gens chez eux. Mais là, en l'occurrence, c'est Mélissa qui nous a rendu visite de Paris. Et c'était un petit week-end où on a pu se poser, c'était bien agréable. On a pu aussi faire des jeux de société, et ça, c'est très chouette aussi.
on a été fixé un petit peu sur une nouvelle version du jeu de Carcassonne, Ombre et Brouillard. Un peu, ils y ont passé le week-end. Hein. Voilà. C'est pas un peu, ils y ont passé le week-end pour essayer de gagner. Mais effectivement, c'est une version de Carcassonne où on joue contre le jeu et il y a différents niveaux qui sont de plus en plus difficiles et pas très très simples. Hein. On n'est même pas arrivé au dernier niveau, pour vous dire, même si on y a passé pas mal de temps. Je crois qu'on est resté stocké pour l'instant au niveau 5 sur 6. Mais en tout cas, voilà, une belle... c'était assez sympa. Bon, Guillaume en avait un peu marre au bout d'un moment, mais assez chouette. Et puis, c'est toujours sympa de pouvoir passer un peu du temps, voilà, se raconter un peu nos vies, où est-ce qu'on en est. C'est pas pareil de s'envoyer des messages et de se parler au téléphone que de se voir en vrai. Et ça faisait un petit moment que Mélie n'était pas venue. Voilà, ça fait un an peut-être, la dernière fois qu'elle était venue avec Tristan. Ça fait quoi ? Ça fait, oui, un an. D'ailleurs, c'était la même, exactement la même période l'année dernière, je crois. Voilà, donc en tout cas, super justement. chouette de pouvoir passer ces petits week-ends entre amis. N'hésitez pas, si un petit week-end à Bruxelles vous fait plaisir, vous ferait plaisir, eh bien, contactez-nous. Et si vous savez où nous trouver, c'est que vous serez les bienvenus dans la maison. Voilà, et pour le reste, Guillaume a un planning plutôt chargé en novembre, et donc il a recommencé à travailler le soir et le week-end. Voilà, c'est la période. Et puis en décembre aussi. Help. Mais non, mais ça va bien se passer. Alors je prends soin de lui. Ouais. C'est vrai qu'on a un peu changé les rôles ces dernières semaines, mais bon, je me laisse un peu faire, hein, on va pas se mentir, il fait ça très bien. Mais voilà, finalement. Mais oui. Eh bien, on passe à la dernière rubrique, Guillaume ? Ben oui, c'est toi, Max, qui va. Je sais pas sous quoi est-ce que on est submergé dans cette dernière rubrique. J'avoue que j'ai pas pris le temps de regarder exactement le rapport, mais c'est pas grave. On va être submergé d'informations. Voilà. Et on est submergé par la fin du SMS. Non. Et si. Alors allez, allons-y pour cette rubrique geek. Alors en fait, Apple va déployer un nouveau standard qui s'appelle le RCS sur l'iPhone. Et en fait, c'est une vraie révolution pour les échanges de messages entre téléphones Apple et Android. Alors le RCS, c'est un standard qui est déployé depuis 2019 sur Android et qui apporte de nombreux avantages par rapport au SMS parce que il permet de créer des conversations de groupe, il passe par Internet et pas seulement par le réseau cellulaire, il permet d'ajouter des pièces jointes volumineuses, des photos ou des vidéos en haute définition, il permet d'avoir des accusés de réception, il permet de savoir quand quelqu'un tape, il permet d'avoir une localisation en temps réel si on la partage. Il permet depuis peu d'échanger des messages chiffrés, contrairement aux SMS qui sont faciles à intercepter. Et il permet enfin d'envoyer des messages à l'étranger gratuitement en passant par le Wi-Fi ou la 4G et sans concerner l'opérateur. Finalement, le RCS, c'est un petit peu comme WhatsApp ou Messenger ou Signal ou iMessage lorsque l'on a en fait un iPhone. Mais là, la nouveauté, c'est que ça vient remplacer le SMS sans avoir d'application supplémentaire. Alors, après avoir passé des années à s'opposer à ce standard moderne de messagerie, Apple, parce qu'il voulait protéger naturellement iMessage, qui est un vrai argument de vente, en particulier aux États-Unis, il y a cette compétition entre la bulle bleue et la bulle verte, et pour être cool, certains ados en particulier choisissent l'iPhone pour avoir les messages en bulle bleue, pardon. Eh bien, Apple a annoncé dans un bref communiqué envoyé à quelques médias américains avoir pris la décision de déployer ce nouveau standard sur l'iPhone en 2024. Et c'est une petite bombe parce qu'effectivement, Apple, finalement, luttait contre le RCS depuis toutes ces années pour défendre iMessage et ses bulles bleues. Eh bien, Apple a annoncé donc le 16 novembre qu'il allait intégrer le RCS aux iPhones en 2024. Et bien sûr, la question c'est est-ce que ça va se substituer à iMessage ? Eh ben non, naturellement pas. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure expérience d'interopérabilité par rapport au SMS ou au MMS, mais Apple a donc confirmé qu'il fonctionnera en parallèle avec iMessage, qui continuera, je cite, d'être l'expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée pour les utilisateurs d'Apple. But of course. Bon, alors pourquoi est-ce qu'Apple fait ça ? Est-ce qu'il se soucie vraiment des utilisateurs Android ?
ou après avoir ignoré les demandes de Google, notamment vis-à-vis du RCS sur iPhone, ou la raison est-elle à chercher du côté de l'Union européenne qui, avec son Digital Market Act, souhaite rendre obligatoire l'interopérabilité d'iMessage avec WhatsApp, Messenger et les autres applications de messagerie. Hasard du calendrier ou non, le 16 novembre est aussi l'échéance pour faire appel de son inscription sur la liste de ces opérateurs qui doivent être interopérables du Digital Market Act, ce qui peut laisser penser que le support de du RCS sur l'iPhone est en fait une protection pour que Apple ne fasse pas partie de ces opérateurs qui devront avoir l'interopérabilité. Finalement, en offrant l'interopérabilité à la place du SMS, mais pas via iMessage, Apple se prémunirait d'une obligation qui viendrait de l'Union européenne. Finalement, effectivement, Apple, au travers de ça, montrerait qu'il est déjà conforme aux normes européennes et qu'il n'a pas besoin d'être régulé. Et donc, on va voir, en fonction de la décision de la Commission européenne sur qui est régulé, le DMA doit entrer en vigueur le 6 mars 2024. Et donc, selon la décision de l'Union européenne, on peut penser que le déploiement du RCS se fera avant, c'est-à-dire avant le 6 mars, ou alors un peu plus tard dans l'année. Habituellement, Apple sort son nouvel iOS en septembre, et donc dans iOS 18. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une vraie révolution, parce qu'avec le déploiement du RCS sur l'iPhone, et donc ce protocole qui sera finalement utilisé sur l'intégralité des smartphones, ou la grande majorité des smartphones qui sont utilisés dans nos pays, eh bien, ça sera probablement la fin du SMS. Et puis, ça pourrait aussi avoir un impact sur l'utilisation de WhatsApp et de Messenger en Europe, puisque en rendant ces applications de messagerie qui sont installées par défaut sur nos appareils plus complètes, avec tous ces éléments de confirmation de lecture, d'envoi de pièces jointes et tout ça, on n'aura plus tellement besoin de passer par WhatsApp ou par Messenger. Affaire à suivre. Sacrée révolution. On ne sera plus submergé par les SMS, en tout cas. Ce sera la conclusion de ce podcast. On espère également ne pas vous avoir trop submergé d'informations. C'est déjà la fin de ce 6e épisode, en effet, de notre saison 5. Et si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est super heureux que vous fassiez partie de nos auditeurs. Et comme on vous le dit toujours, si ce podcast vous plaît, partagez-le autour de vous, parlez-en. Et puis, si vous pouvez nous mettre un commentaire et une note sur vos plateformes d'écoute, ça nous aidera à ce que ce podcast puisse être découvert par d'autres personnes. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de toutes nouvelles tranches que l'on espère pas submerger.